Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité s'est impliqué dans plusieurs organisations culturelles et politiques. Il a entre autres participé à la création de la Semaine nationale de la marionnette et a présidé le comité du oui lors du référendum de 1995. Parmi ses collaborations, notons les ateliers d'estampe de la Sagami et la Biennale du dessin, de l'estampe et du papier. Aujourd'hui, M. Bernard Pilote. Monsieur Pilote, c'est un plaisir de vous recevoir pour l'émission Nos bâtisseurs. C'est un honneur pour moi d'être là. Évidemment, vous avez fait carrière dans l'enseignement, mais parallèlement, la culture vous a toujours intéressé. Entre autres, dans les années 70, vous avez commencé à vous impliquer bénévolement dans quelques organisations. Pouvez-vous nous parler un petit peu de qu'est-ce que vous avez fait, entre autres, avec le Théâtre populaire d'Allemand? Le Théâtre populaire d'Allemand était à ce moment-là la plus vieille troupe de théâtre amateur du Québec. Puis nous, on aidait toujours à l'organisation du théâtre populaire, par les décors et ces choses-là. Et il y a un homme très important dans ma vie oui. qui m'a amené à un collègue de l'enseignement, il était prof d'art, Jean Laliberté. Et c'est un peu avec lui qu'on a créé, nous, le groupe de bénévoles, on l'a entouré dans différents projets. C'est lui qui nous a amenés au Théâtre populaire d'Allemand pour prendre la relève du conseil d'administration à ce moment-là, qui était un peu abandonné. Alors, et on a amené le théâtre populaire dans les écoles, on l'a amené, on a recruté chez les jeunes, etc. Donc, on a mis à profit un peu notre métier d'enseignant pour essayer de faire connaître des portions de l'art. Est-ce que vous étiez comédien aussi? Oui, j'étais comédien au TPA. J'ai joué une pièce, ça s'appelait Sur le matelas. OK. Alors, je jouais un rôle de quieur-poète qui récitait des vers en lançant des balles, etc. Alors, et ça m'avait inspiré. On avait fait une tournée régionale, aller jusqu'à Chibougamau, ces choses-là, avec cette pièce-là. Alors, ça m'avait un peu allumé sur le théâtre, mais finalement, c'est vers les arts visuels où j'ai donné le plus de mon temps. Et exception faite de la Semaine mondiale de marionnettes, où on a mis en place l'événement, le financement, et on a créé un conseil d'administration pour qu'il perpétue l'événement, qui a très bien fonctionné d'ailleurs jusqu'à dernièrement. Qu'est-ce que vous avez fait justement dans les années... dans les années 90, ça a été la Semaine nationale de la marionnette. Précisément dans ce projet-là, ça a été quoi votre implication? Moi, j'étais président des conseils régionaux de culture du Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on s'était donné, nous, comme mission de développer la culture. Et c'est de cette façon-là que je m'impliquais davantage en créant des organismes. J'ai développé une expertise en termes de commandite. J'ai même écrit un cours pour les étudiants universitaires en art pour qu'ils apprennent un peu à approcher des commanditaires et ces trucs-là que j'ai donné à l'occasion. Et alors, j'ai développé cette expertise-là parce que c'est le nerf de la guerre, l'argent. Ça prend des sous pour créer des événements. On parle d'un événement comme la Biennale du dessin, de l'estampe et du papier, par exemple, où je connais mieux le budget parce que j'ai été président de cet événement-là pendant une quinzaine d'années et qui s'est déroulé ici pendant toutes ces années-là. Ça prenait au minimum 200 000 $ pour pouvoir payer les cachets aux artistes, etc., et transporter les œuvres. C'est dispendieux. Juste monter les catalogues de cette biennale-là, c'était quelque chose comme une quarantaine de mille dollars là, pour faire 1000 catalogues, parce que
On n'a pas toujours l'expertise en région. Heureusement, on avait un très bon photographe ici pour la qualité des photos. Alors, en réalité, on montait des catalogues qui étaient de niveau muséal. C'était par rapport à des grandes expositions qui se passaient dans les grands musées du Québec, on était compétitif en termes de catalogue. Parlons maintenant de votre côté plus politique, parce qu'en 1995, vous avez présidé le comité du oui lors du référendum. Rapidement, parlez-nous de cette expérience-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça, c'était une expérience assez exceptionnelle. J'ai eu l'occasion de me promener un peu partout au Québec avec Lucien Bouchard, dans le temps, qui était le porte-parole national. Et de bien connaître ce monsieur Bouchard-là, parce qu'en réalité, on l'avait vu passer un peu partout dans la région. Et moi, d'aller rencontrer les gens, d'aller prononcer quelques discours, essayer de convaincre les gens et de passer aussi proche d'un référendum, disons qu'on était très emballés. Ma famille était collée à moi pendant cet événement-là. J'ai 3 filles qui étaient très fières de participer à l'événement. Et c'est sûr que le soir de la défaite, on était dans la halle du complexe Jacques-Gagnon. Là, c'était un petit peu moins gai. Mais en tout cas, j'avais la satisfaction d'avoir participé à un pas qui a fait évoluer, je pense, le Québec. Et un jour ou l'autre, ça va revenir. Espérons de mon vivant. Et même si je suis... On va vous pas toujours très jeune. On va vous le souhaiter. Okay. Parmi vos collaborations, évidemment, les ateliers d'estampes de la Sagami. Cet organisme-là a vu le jour en 1981. L'organisation, en fait, la mise en place, comment ça s'est fait? La mise en place, c'est le même groupe d'enseignants et un journaliste du Lac-Saint-Jean qui s'appelle encore Claude Garon, Ouais. et qui... on s'est dit, on va aller créer autour de Jean Laliberté, qui lui était un imprimeur. Il connaissait bien toutes les techniques de l'estampe, parce que l'estampe, c'est général. On faisait de la sérigraphie, des eaux fortes, etc. Par après, il y a eu la création des centres d'artistes autogérés. Là, on a comme senti qu'il fallait nous autres se tasser, parce qu'on n'était pas reconnus comme des artistes, on était plus des gestionnaires. Et donner la place à des personnes, aux artistes qui allaient autogérer. Alors, à partir de ce moment-là, moi, c'est là que je suis allé créer mon événement, la Biennale. Et par la suite, mais l'atelier de Stamp Sagami, c'est quelque chose d'exceptionnel. On organisait, nous, des rencontres dans les écoles élémentaires. On faisait un concours de dessin, on allait imprimer dans les écoles avec les jeunes, on leur amenait tout le matériel. Jean Laliberté leur montrait à imprimer. Moi, j'essayais de leur faire comprendre ça, qu'ils connaissent l'estampe, non pas comme l'étampe. Alors, on a fait de l'éducation. Ça a été un beau moment parce qu'on a fait découvrir à beaucoup de monde. Puis aujourd'hui, je rencontre de ces étudiants-là, qui avaient 8, 9, 10 ans, plus que ça un peu, puisqu'on allait dans les 6e années. Et j'en revois, 25, 30, 40 ans plus tard, puis qui me dit, hey, je me souviens, j'ai encore mon chandail. On a imprimé un chandail avec eux. OK, c'était une des activités. Oui, OK. À leur dessin, puis ils gardaient leur chandail. Puis, alors, c'était vraiment une belle activité pédagogique. Les profs embarquaient beaucoup. Puis l'atelier de stamp, ça a permis à des artistes d'émerger aussi. Oui. On éditait environ une douzaine, 12 à 15 artistes par année. La plupart du temps, des artistes d'ici qu'on allait sélectionner. Moi, j'avais créé un groupe de collectionneurs d'art, un peu au collège d'Alma, dans les polyvalents, dans mon milieu à moi. Et je partais avec mon portfolio, puis des sérigraphies. Et on avait même créé un atelier pour encadrer les œuvres. Et alors voilà, c'était comme... Puis moi, j'allais vendre ces œuvres-là et on s'autofinançait. OK. Jusqu'au moment où on a eu assez de crédibilité, c'est-à-dire au ministère de la Culture, il faut que l'organisme existe au moins seul et survive au moins seul pendant 3 ans pour avoir le droit de faire une demande de subvention. De subvention, OK. Alors voilà, l'atelier existe encore aujourd'hui. Devenu un atelier numérique, par contre. Ce n'est plus les techniques anciennes de sérigraphie ou d'eau forte ou de lino, etc. Ils impriment, c'est de la photographie numérique, mais c'est un des grands ateliers qui est reconnu un peu Canada, partout aussi. Là. Oui.
Évidemment, c'est une fierté pour vous de voir encore cet organisme-là sur place aujourd'hui. On va parler rapidement de la Biennale du dessin, de l'estampe et du papier. Ça a été mis sur place quelques années plus tard. Oui, je pense que parallèlement à l'atelier, on a mis ça en place parce qu'il me semble que le premier événement a eu lieu en 89. OK. Alors, ça prend plusieurs années à mettre ça en place. Hein. C'est pas une petite affaire là, que tu mets en place. Les jurys, il fallait prendre des jurys nationaux, parfois internationaux, payer les transports, etc. Alors, c'est pas une mince tâche. Là. Ça se déroulait où précisément? À Alma. OK. Et on utilisait souvent le Centre national d'exposition de Jonquière. On avait des collaborations partout à l'université. On a déjà utilisé le musée Louis-Aymon. Alors, on avait des différentes expositions. Alors, c'était un concours, la Biennale. Et le jury venait, il y avait des gagnants, le Grand Prix de la Biennale et des bourses de 5 000 $. C'était des grosses bourses pour le temps, et dans le domaine des arts visuels. Et alors, il y avait des prix pour chacune des disciplines, estampe, dessin, papier, et puis donc le prix général. Et puis, bon, moi, j'ai réussi, c'était un peu Moi, je ne pouvais pas montrer au monde à faire de l'art continuellement. Je ne suis pas un spécialiste. J'ai fait un certificat en histoire de l'art pour me déniaiser un peu, mais ça m'a aidé, effectivement. Ouais. Mais moi, je faisais surtout le financement alors, et la gestion de ces organismes-là. Alors, l'avantage que j'ai eu, c'est d'être capable d'aborder facilement des multinationales du coin, c'est-à-dire Alcan, Price. Par la suite, ils m'ont ouvert des portes. Parce que pour devenir un bon porteur de ballon, pour ramasser des fonds, il faut que tu sois en très grande relation avec le responsable des commandites de l'entreprise. Les relations publiques. Hein? Les relations publiques, oui, c'est ça. Dans le temps, c'était André J. Bouchard, qui était directeur des affaires publiques. Et moi, j'avais un de mes amis qui était directeur d'usine ici pour l'Alcan, André Girard, et qui a siégé sur mon conseil d'administration. Alors, ça nous aide, ces gens-là. Ils ont les portes ouvertes un peu partout dans l'industrie, pas seulement dans le domaine de l'aluminium, et ils m'ont ouvert les portes à l'Auto-Québec. Alors, j'ai eu la chance d'aller chercher des grosses commandites qui n'existent plus maintenant. C'est très difficile d'avoir des commandites là, de 60, 70 000 là, pour un événement. Mais dans ce temps-là, on était capable d'aller chercher ça. Pourquoi que l'événement a pris fin? Ça a été quoi les raisons principales de la Biennale? Oui. Parce que là, à un certain moment donné, et je vous cite encore mon ami Jean Laliberté, qui était avec moi dans la Biennale, et il est décédé. Alors ça a changé un petit peu mon pattern, parce que c'était mon Votre guide. Bras droit. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un en qui j'avais une très grande confiance. Et comme administrateur, ben, j'aimais ça. Et puis, il y a beaucoup d'heures à mettre là-dedans. Et beaucoup de déplacements. Et comme on dit, de l'ordre dont je parlais tout à l'heure, tu ne vas pas chercher ça ici à Alma. Il faut que tu te déplaces à Montréal, au siège social, etc. C'était rendu un petit peu plus difficile pour l'organisation. Ça devenait difficile à maintenir ça. Oui. Et à garder des emplois. On a créé quand même, on avait des emplois permanents là-dedans, parce que quand on dit biennale, ça veut dire que ça prenait 2 ans à préparer, puis 2 ans, c'était pas trop là, pour ce type d'événement-là, parce que de façon, à un certain moment donné, il fallait pratiquement se créer des salles. On a créé 2 salles à un moment donné au complexe Jacques-Gagnon. Mais il fallait les construire, ces salles-là, et acheter des éclairages, etc. Donc, ça rendait l'événement assez onéreux à diriger. Monsieur Pilote, ça a été un plaisir de vous recevoir, surtout de nous rappeler ces beaux souvenirs-là. J'espère que pour vous, ça a été un plaisir aussi. Oui, je vous rappellerai un événement qui s'est passé il y a environ 50 ans à Alma. C'était un gros symposium de sculpture. Et moi, c'était un de mes éléments déclencheurs dans ma vie, là. Qui a fait en sorte que la culture vous a intéressé. Oui, d'aller voir ces gens-là, travailler, de jaser avec eux et de voir travailler la matière. Ça m'a inspiré pour la vie. Merci beaucoup, Monsieur Pilote. Ça a été un plaisir. Je vous remercie, Mélissa. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.
Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.